Je me souviens distinctement du jour où mon père et ma belle-mère sont partis en voyage avec mon demi-frère, Tommy. C'était un frais matin d'automne dans notre maison de la banlieue de Paris, ce genre de matin où les feuilles commençaient à se teinter de rouge flamboyant et d'or étincelant. Papa préparait ce voyage depuis des semaines pour aller rendre visite à la famille d'Eliane, notre belle-mère, à Lyon, et, d'une certaine manière, j'avais deviné bien avant qu'il ne me l'annonce que je ne serais pas de la partie. Le matin de leur départ avait quelque chose d'inhabituel dès le début. Je me suis réveillée au bruit des valises traînées sur le parquet et au chuchotement précipité et secret échangé entre papa et Eliane. Tommy, tout juste âgé de 7 ans et centre de leur univers, gambadait dans le salon, son sac à dos décoré de Spider-Man déjà vissé sur ses épaules, même si leur vol n'était prévu qu'à midi. Je restais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtue encore de mon vieux t-shirt des bleus et d'un survêtement, les observant s'affairer avec une efficacité apprise par cœur. Papa m'aperçut le premier, ses yeux croisèrent brièvement les miens avant de se détourner, trahissant une once de culpabilité. « Bonjour, m'a dit, me dit-il en s'occupant de quelques papiers étalés sur le plan de travail. Il y a des céréales dans le garde-manger si tu as faim. » J'acquiesçai, même si la nourriture était la dernière chose à laquelle je pensais. « Combien de temps allez-vous être absent, encore ?» Sans lever les yeux de sa liste de tâches, Eliane répondit d'un ton bref et pratique, exactement comme lorsqu'elle attribuait les corvées ou expliquait pourquoi je ne pouvais pas aller chez un ami, 2 semaines. Peut-être un peu plus si le temps se montre clément. Et je ne peux pas rester chez tante Sarah parce que, tentai-je, essayant de garder ma voix décontractée, bien que nous ayons eu cette conversation au moins 3 fois déjà. Papa poussa un soupir et me regarda enfin correctement. Sarah a commencé un nouveau boulot à Lille, ma chérie. On en a déjà parlé. J'avais envie de lui rappeler que j'avais d'autres options, des amis dont les parents avaient déjà proposé de m'héberger, ou même grand-mère Jeanne qui habitait à seulement 1 heure, mais la fermeté de sa mâchoire me disait que la décision était irrévocable. J'allais rester seule à la maison, à 16 ans, pendant 2 longues semaines. Alors que je versais du lait sur mes céréales, Eliane s'avança d'un pas déterminé qui me mettait toujours mal à l'aise. Elle déposa une liste d'instructions dactylographiées sur la table, juste à côté de mon bol. « Voici tes responsabilités pendant notre absence. La maison doit rester impeccable. Je veux dire vraiment impeccable, Madison. Pas ton idée de propre. » Je parcourus la liste, aspiration quotidienne, nettoyage intensif de la salle de bain, dépoussiérage de chaque surface, des fenêtres, des sols. La liste s'étendait sur presque une page entière. Ma cuillère resta suspendue à mi-chemin de ma bouche. C'est beaucoup pour quelqu'un qui doit aussi aller au lycée et pratiquer la natation. Papa intervint, sa voix plus douce mais ferme. « Ce n'est pas négociable, m'a dit. On te confie la maison. C'est une grande responsabilité. » À ce moment précis, Tommy fit irruption dans la cuisine, brisant la tension en attrapant une banane dans le bol de fruits. « Je vais voir les dinosaures au musée avec Papidon », s'exclama-t-il, le visage illuminé d'un enthousiasme qui rendait mon ressentiment presque ridicule. Eliane lui ébouriffa les cheveux blonds sable si semblables à ceux de papa et si différents de mes boucles foncées héritées d'une mère que je ne me rappelais que vaguement. « Exactement, mon chéri. Et l'aquarium aussi, tu te souviens ?» Ils poursuivirent la revue de leurs plans, des lieux qu'ils allaient visiter, des gens qu'ils allaient rencontrer, un monde entier d'expériences dont je n'avais pas ma place. Je brassais mes céréales dans le bol, l'appétit envolé, tentant d'ignorer ce vide qui se répandait dans ma poitrine. Ce fut juste avant leur départ qu'Eliane me porta le coup de grâce. Tandis que papa chargeait la dernière valise dans la Peugeot, elle m'entraîna à l'écart dans le vestibule, la voix basse et grave. « Une dernière chose, Madison. Je ne veux pas que tu dormes dans ta chambre pendant notre absence. » Je clignai des yeux, persuadé d'avoir mal entendu. « Quoi ? Il y a eu des dégâts des eaux au plafond au-dessus de ta chambre la semaine dernière quand il a plu. On a fait une réparation provisoire, mais je n'ai pas confiance en ce plafond. » Elle ne rencontra pas mon regard, se concentrant plutôt sur l'ajustement de son foulard. « Tu dormiras dans le garage. On a installé un lit pliant là-bas. C'est tout à fait confortable. » Le garage. Ce garage non chauffé, détaché de la maison, où l'on rangeait de vieilles boîtes de peinture et l'outillage poussiéreux de papa. En plein mois d'octobre dans notre région parisienne.
Tu ne peux pas être sérieuse. Il fait un froid de canard là-bas la nuit. Il y a un petit chauffage d'appoint, répliqua TL comme si cela résolvait tout. Et plein de couvertures. Ce n'est que pour 2 semaines, Madison. Ne fais pas toute une scène. Avant même que je ne puisse répliquer, papa appela depuis l'allée. Eliane. Il faut se dépêcher si on veut attraper notre vol. Elle me jeta un dernier regard ni méchant ni tendre, mais résolu. Prends soin de la maison, nettoie chaque jour, et dors uniquement dans le garage. Tu as compris? Je restais là, submergé par un mélange de choc et de détermination. Une partie de moi voulait crier, refuser, appeler immédiatement grand-mère Jeanne. Mais une autre partie, une partie têtue et fière, refusait de lui donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Et d'accord, dis-je, la voix plus assurée que je ne le ressentais. Bon voyage. Je regardais, depuis l'embrasure, qu'il se massait dans la voiture, Tommy agitant avec entrain depuis son siège rehaussé à l'arrière. Papa m'offrit un sourire distrait et un signe de la main avant de repartir dans l'allée. Je levai la main en retour, un geste qui me sembla creux et théâtral. Aucun de nous ne mentionna que ce serait la plus longue séparation depuis le décès de maman, survenu quand j'avais 8 ans. Le silence qui suivit leur départ était assourdissant. La maison, autrefois emplie de bavardages animés et d'émotions contradictoires, ressemblait maintenant à une caverne de solitude et d'attente. Le tic-tac de l'horloge à pendule dans le couloir, un cadeau de mariage des parents de papa pour lui et ma mère, résonnait soudain avec une intensité presque tonitruante dans le calme. Je déambulais lentement de pièce en pièce, mes pas résonnant sur le parquet ciré. Dans la cuisine, la banane à moitié mangée de Tommy était abandonnée sur le comptoir. Dans le salon, la forme d'Eliane restait imprimée sur le canapé où elle s'était assise pour vérifier une dernière fois l'itinéraire. Partout, je découvrais des traces de leur présence et de leur absence, la famille à laquelle j'appartenais, et pourtant qui m'était étrangement étrangère. Je me sentais à la fois abandonnée et accablée, contrainte d'endosser des responsabilités bien trop lourdes pour mes frêles épaules. Je ramassai la liste d'Eliane sur la table de la cuisine et la relus, remarquant qu'elle avait souligné certains points 2 fois, vérifier le courrier chaque jour, pas d'amis à la maison, garage exclusivement pour dormir. À cet instant, une étincelle de détermination s'alluma en moi. Malgré la tâche intimidante qui m'attendait, je jurai de maintenir la maison avec une indépendance farouche. Je suivrais leurs règles non pas pour plaire à Eliane, mais pour me prouver quelque chose à moi-même. Cette maison avait appartenu à ma mère, emplie autrefois de son rire et de sa chaleur, avant que le cancer ne l'emporte. Avant qu'Eliane ne s'installe avec ses tableaux de corvée codifiés et son regard critique. Avant que Tommy n'arrive et ne devienne le soleil autour duquel notre famille semblait désormais tourner. Au fond de moi, je pressentais que cette solitude se transformerait bientôt en un chemin vers l'affirmation de mon propre pouvoir et de mon identité. 2 semaines seules représentaient un défi, mais aussi une opportunité. Une opportunité de redécouvrir ce qu'avait été cette maison, ce qu'elle pouvait redevenir, non pas un lieu régi par des règles et des obligations, mais un foyer où j'appartenais vraiment. Je pliai soigneusement la liste et la glissai dans ma poche. Puis, je me tournai vers la maison vide, mon domaine pour les 14 jours à venir. Quoi qu'Eliane et papa espéraient trouver à leur retour, j'étais déterminée à ne pas être la petite fille obéissante et invisible qu'ils avaient laissée derrière eux. Les jours se transformèrent en semaines tandis que j'apprivoisais le labyrinthe des tâches ménagères. Le premier lundi après leur départ, je me levai avant mon réveil, le corps tendu comme si j'attendais qu'Eliane frappe impatiemment à ma porte pour me rappeler de faire la vaisselle ou de plier le linge. Mais il n'y avait que le lointain son de Madame Callahan, la voisine, appelant son chat. Ce silence était étrange au début, à la fois un soulagement et un malaise. Je me préparais pour le lycée machinalement, faisais mon lit, même si, franchement, à quoi bon puisque je dormais sur un lit pliant dans le garage, prenais une douche dans une salle de bain dont l'écho accentuait chaque éclaboussure, et dégustais une tartine en restant debout au comptoir de la cuisine. Je laissais la radio allumée en me déplaçant dans la maison, juste pour combler ce vide d'un peu de bruit. Le lycée offrait un répit bref face à la solitude. Entre les cours, je riais avec mes amis, discutais de devoirs de chimie avec mon binôme, Alex, et débattais des thèmes d'un livre en cours de français. Personne ne connaissait ma situation à la maison. Je disais simplement que ma famille rendait visite à des proches et que je restais pour les entraînements de natation.
Tu as de la chance, me confiait Jenna pendant le déjeuner. 2 semaines sans que tes parents ne te collent le nez? Je donnerais tout pour ça. Je souris simplement, sans m'embarrasser d'expliquer que cette liberté avait un prix. Après l'école, je rentrais dans une maison vide et me retrouvais face à une liste de tâches qui me tiendraient compagnie jusqu'à l'heure du coucher. Je dînais seule à une table prévue pour 5. Et je finissais par regagner un garage froid, accompagné uniquement d'un petit chauffage et de décorations oubliées et de boîtes de rangement couvertes de poussière. Chaque matin, l'écho de mes pas sur les sols déserts me rappelait les ordres que je devais obéir. Dès le 3e jour, j'avais établi une routine: lycée, entraînement de natation, retour à la maison pour m'atteler aux corvées du jour, devoirs, dîner, un peu plus de ménage, puis le lit du garage. Cette routine devint mon ancre, ce à quoi je m'agrippais quand le silence devenait trop assourdissant. Il y avait un étrange réconfort dans cette prévisibilité. Le lundi était réservé à l'aspirateur et au dépoussiérage. Le mardi, c'était le nettoyage intensif de la salle de bain et un grand ménage de la cuisine. Le mercredi, c'était le jour du linge et du lavage des vitres. Je trouvais une forme de paix dans cette cadence de nettoyage, chaque coup de balai devenant une affirmation silencieuse de mon indépendance. La maison n'avait jamais été aussi impeccable, même Eliane devrait s'y reconnaître. À la fin de la première semaine, quelque chose changea. Le vide qui m'avait d'abord oppressé se transforma en un espace respirable. Je commençais à diffuser ma musique dans toute la maison, pas la musique classique douce qu'Eliane préférait, mais la mienne, The Killers, Paramore, et Taylor Swift résonnaient dans des pièces qui, jusque-là, avaient été maintenues dans le silence. Je chantais en frottant l'évier et en pliant le linge, ma voix gagnant en assurance au fil des jours. Je découvrais des détails de la maison auxquels je n'avais jamais prêté attention auparavant. La manière dont les rayons du soleil inclinaient à travers la fenêtre de la cuisine à exactement 16h15, dessinant des motifs sur le carrelage. Le léger grincement de la 3e marche du haut. La collection de petits éclats de peinture dans la salle à manger, vestige d'une crise de colère de Tommy avec ses petites voitures. La solitude m'enveloppait comme un vieux manteau familier. Sans personne pour partager mes pensées ou mes inquiétudes, je me mis à explorer les recoins de la maison, déterrant des souvenirs incrustés dans ses murs mêmes. Dans les moments de répit entre les tâches, j'ouvrais des tiroirs et des placards que je n'avais jamais osé fouiller auparavant. Dans le bureau, je découvris d'anciens manuels universitaires de papa, sa calligraphie soignée remplissant les marges de notes et de questions. Dans le placard du couloir, derrière des manteaux d'hiver et des parapluies, se trouvait une boîte d'ornements de Noël datant d'avant le décès de maman, de délicats oiseaux de verre qu'elle avait collectionnés chaque année où nous étions ensemble. Un soir, après avoir terminé mes devoirs de calcul, je m'aventurai dans la chambre de mes parents, un lieu formellement interdit quand ils étaient à la maison. Je ne touchai rien, me contentant de rester dans l'embrasure et d'observer. Le lit king size avec sa couette marine, les commodes assorties pour lui et pour elle, et la photo encadrée du mariage de papa et d'Eliane ornant le mur. Ce qui me frappa le plus, c'était de constater combien il restait peu de traces de maman dans cette maison. 8 ans s'étaient écoulés depuis son départ, mais parfois, j'avais l'impression qu'elle n'avait jamais vraiment existé ici. Eliane avait redécoré, réarrangé, remplacé. Seule, dans des recoins oubliés et des tiroirs délaissés, subsistaient les traces de la femme qui m'avait mise au monde, qui me lisait des histoires et m'apprenait à nager, dont le rire remplissait autrefois ces mêmes pièces. Chaque plancher qui grinçait, chaque ombre dans le couloir semblait être un murmure du passé, m'incitant à comprendre ce qui avait été laissé derrière. Je me sentais comme une archéologue dans mon propre foyer, déterrant des couches d'histoire familiale enfouies dans la sédimentation de la vie quotidienne. Les nuits étaient les plus difficiles. Après avoir accompli la liste des corvées du jour et terminé mes devoirs, je me rendais à Contreségur dans le garage. Le lit pliant était aussi inconfortable qu'il en avait l'air, et le petit chauffage peinait à percer le froid qui s'insinuait dans mes os. J'empilais couverture sur moi et je frissonnais encore, me demandant à quoi servait réellement cette punition. Les dégâts d'eau sur mon plafond étaient-ils réels ou n'étaient-ils qu'un autre moyen pour Eliane de me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale? La 9e nuit, alors que j'étais allongée sur le lit, écoutant le vent faire claquer les portes du garage, je pris une décision. Je retournai dans la maison, gravis les escaliers jusqu'à ma chambre et examinai le plafond avec attention.
Il y avait en effet une petite tache d'humidité dans un coin, mais rien qui ne fût alarmant. Je ramassai mon oreiller et ma couette et regagnai ma chambre, m'enfonçant dans le confort familier de mon véritable lit. Si jamais il devait découvrir cela, je m'en chargerais plus tard. Ce petit acte de rébellion me sembla immense. Cette nuit-là, je dormis mieux que je n'avais dormi depuis plus d'une semaine. Le lendemain matin, je refis soigneusement mon lit, retournai dans le garage pour froisser les couvertures du lit pliant comme si elles avaient été utilisées, et commencer ma journée avec un nouvel air de souveraineté sur ma propre vie. Pourtant, au milieu de ce silence et de ces petites révoltes, un étrange sentiment d'émancipation grandissait en moi. Je réalisais que j'étais capable de bien plus que ce que l'on m'avait toujours reconnu. Je pouvais gérer une maison. Je pouvais prendre soin de moi. Je pouvais trouver des moments de joie même dans la solitude. J'appris à faire confiance à mon instinct et découvris que la solitude pouvait être à la fois un défi et un cadeau. Je me mis à cuisiner de vrais repas pour moi-même, plutôt que de me contenter des plats réchauffables qu'Eliane avait laissés. J'expérimentais des recettes tirées d'un vieux livre de cuisine de maman, emplissant la maison d'arômes d'ail, d'herbes et de biscuits tout juste sortis du four. Je dînais à la grande table de la salle à manger, utilisant la belle vaisselle, allumant une bougie rien que pour moi. Ainsi, petit à petit, je repris possession des espaces qui avaient été dominés par les préférences et les règles des autres. Je réarrangeai légèrement le mobilier du salon, juste pour voir comment cela se sentirait. J'accrochai fièrement ma photo d'équipe de natation dans le couloir. Le soir, je jouais du piano, une activité jadis réservée aux heures d'entraînement strictement planifiées quand Eliane était là. Un après-midi, après avoir terminé mes corvées plus tôt que d'habitude, je me retrouvai irrésistiblement attirée par le bureau de papa. Cette pièce était normalement interdite, réservée au travail de papa et à la gestion du budget familial d'Eliane. Je m'assis dans son fauteuil en cuir, tournant lentement pour observer les étagères chargées de livres, les diplômes encadrés et les photos de famille disposées sur son bureau. Parmi eux, se trouvait une photo que je n'avais jamais remarquée auparavant, moi, toute petite, dans les bras de maman, toutes deux éclatant de rire face à quelque chose hors champ. Papa avait sans doute gardé cette photo dans un tiroir, ne la sortant qu'en l'absence d'Eliane. La découverte m'apparut comme un trésor, la preuve que maman n'avait pas été complètement effacée. Dans ces instants de calme, je compris que je ne me contentais pas de suivre des ordres, je façonnais mon destin au sein même de ces murs. La maison, jadis champ de bataille entre exigences contradictoires, devenait peu à peu une toile sur laquelle je pouvais peindre ma propre identité. Chaque jour passé seul m'enseignait quelque chose sur moi-même, sur ce qui avait de l'importance, sur la personne que je souhaitais devenir. Au début de la 2e semaine, le poids de la solitude se transforma d'un fardeau en une sorte de force. Je traversais mes journées avec détermination, accomplissant la liste d'Eliane non par obligation mais par fierté de transformer le chaos en ordre. Je trouvais du bonheur dans les petits instants, une tasse de thé parfaite, une chanson préférée, la satisfaction d'avoir des fenêtres impeccables laissant entrer la lumière. Chaque jour qui passait, je me sentais moins comme une invitée dans ma propre maison et davantage comme sa véritable habitante. La maison et moi semblions avoir conclu un accord. Dans son vide, elle m'offrait l'espace nécessaire pour grandir. Dans son silence, elle me permettait de retrouver ma voix. Et, en l'absence de ce qui redéfinissait habituellement les limites de mon existence, j'avais commencé à me définir. Un soir d'orage, alors que la pluie martelait les fenêtres et que le tonnerre faisait trembler les vieux cadres, je découvris quelque chose qui allait tout changer. Le temps s'était soudainement gâté, cette imprévisibilité typiquement parisienne apportant des nuages sombres venus de l'Atlantique. J'étais en train de plier le linge quand un éclair fendit le ciel, suivi presque immédiatement d'un grondement si puissant qu'il fit vibrer la maison. L'électricité clignota une fois, 2 fois, puis s'éteignit complètement, me laissant dans la pénombre, serrant dans ma main un t-shirt de super-héros de Tommy. Pendant un moment, je restais là, laissant mes yeux s'habituer à cette obscurité soudaine. Dehors, le vent hurlait autour de la maison, et la pluie martelait les fenêtres comme si quelqu'un lançait des cailloux. « Super !» murmurai-je en posant le t-shirt et en tâtonnant mon chemin vers la cuisine, où se trouvaient les lampes de poche. Le faisceau lumineux perça l'obscurité tandis que je vérifiais que toutes les fenêtres étaient bien fermées contre l'orage. Dans le salon, j'écartai les rideaux pour admirer le spectacle dehors. Les arbres se pliaient sous le vent, la pluie formait des ruisseaux le long des trottoirs.
Un éclair particulièrement vif illumina brièvement toute la rue, suivi d'un coup de tonnerre si assourdissant qu'il semblait faire trembler les fondations de la maison. Puis j'entendis un bruit distinct venant de l'étage, comme si quelque chose de lourd était tombé. Mon cœur se mit à battre à tout rompre tandis que j'orientais le faisceau vers l'escalier. Logiquement, je savais que ce n'était probablement rien d'autre qu'un objet renversé par les vibrations du tonnerre. Mais dans une maison vide par une nuit d'orage, la logique laissait souvent place à l'imagination. « Allô » appelai-je, me sentant aussitôt ridicule. Évidemment, personne ne répondit. Je gravis lentement les marches, mon faisceau dansant sur les murs et projetant d'étranges ombres. Le couloir de l'étage était silencieux, à l'exception du bruit de la pluie sur le toit et les fenêtres. Je vérifiai d'abord ma chambre, rien ne semblait déranger. La salle de bain était tout aussi intacte. Au bout du couloir se trouvait la petite pièce que nous utilisions principalement pour le rangement. Elle avait été prévue jadis comme une chambre pour un frère ou une sœur qui ne vint jamais, avant que maman ne tombe malade. Après son décès, papa l'avait remplie de cartons et d'objets oubliés, et avec le temps, davantage d'effets personnels d'Eliane s'y étaient ajoutés. La porte était entr'ouverte, bien que je sois presque certaine qu'elle avait été fermée auparavant. Je la poussa du pied, balayant du faisceau la pièce encombrée. Et là, en plein milieu du sol, se trouvait une boîte en carton renversée, son contenu éparpillé sur un tapis défraîchi. Je m'agenouillis près du désordre, ramassant ce qui semblait être d'anciens albums photos et dossiers. La boîte avait dû être instable et avoir basculé à cause du tonnerre. En rassemblant les objets épars, quelque chose attira mon regard, un paquet de lettres attachées ensemble par un ruban bleu délavé. La curiosité prit le dessus. Je m'assis en tailleur sur le sol, dirigeant la lumière sur le paquet pendant que je dénouais délicatement le ruban. La première enveloppe était adressée à Catherine Wilson, le nom de jeune fille de maman, et portait une adresse que je ne reconnaissais pas à Cambridge. L'adresse de retour était celle de Daniel Pearson, mon père. Des lettres échangées entre mes parents avant leur mariage. Des lettres dont je n'avais jamais eu connaissance. Je ne tardai pas à ouvrir la première enveloppe. Le papier, fin et légèrement jauni, portait une écriture encre bleue, effacée par le temps mais toujours lisible. « Ma chère Kat », commençait-elle, dans l'écriture familière de papa, mais d'une jeunesse vibrante, bien plus énergique que l'écriture mesurée des cartes d'anniversaire ou des notes d'absence scolaire. « Je compte les jours jusqu'à ton retour de ta mission de recherche. Paris semble vide sans le son de ton rire dans le quartier latin. » disait la suite de la lettre. Je dévorais lettre après lettre, transporté dans une époque antérieure à mon existence, à l'époque où mes parents étaient de jeunes universitaires aux avenirs prometteurs, papa en littérature française, maman en biologie marine. Leurs mots peignaient le portrait d'une relation passionnée et intellectuelle, pleine de clins d'œil complices, de rêves partagés et de projets d'avenir. Ils y parlaient de livres lus, de débats passionnés, d'un petit appartement qu'ils espéraient louer ensemble. La tempête faisait rage dehors, mais je n'y prêtais plus attention, absorbé par cette fenêtre inattendue sur le passé de mes parents. Au fil du paquet, les lettres prirent un ton différent. On y découvrait des périodes de séparation, des références à des disputes et à des réconciliations. Puis, dans une lettre datée d'un an avant leur mariage, maman écrivait « Je ne peux plus faire semblant, Dan. Je sais que tu veux des enfants, une ribambelle, comme tu le dis si souvent. Mais après ce que m'ont dit les médecins la semaine dernière, je ne sais pas si je pourrais t'en donner. Peut-être un enfant, si nous avons de la chance. Mais l'endométriose est sévère, et ils ne sont pas optimistes. Je t'aime assez pour te laisser partir si cela devait changer les choses pour toi. Je ne pourrais supporter de voir le regret dans tes yeux dans quelques années. » Mon souffle se coupa. Je savais que maman avait peiné pour me concevoir, c'était d'ores et déjà connu, mais jamais je n'avais imaginé qu'on lui avait annoncé l'impossibilité d'en avoir. Et la réponse de papa, écrite le jour suivant, « Rien ne pourrait changer ce que je ressens pour toi, Kat. Rien. Qu'on ait un enfant, c'est merveilleux. Qu'on n'en ait pas, c'est tout aussi merveilleux. Si l'adoption est notre voie, tant mieux. Tu es mon avenir, sous toutes ses formes. » Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je poursuivais ma lecture. Les lettres racontaient leur mariage, leur carrière universitaire qui se poursuivait, leur joie quand maman tomba enceinte de moi contre toute attente. Il y avait même des petites notes d'encouragement et d'amour échangées alors qu'ils vivaient sous le même toit,
glissés dans les poches de manteaux ou cachés dans des livres. Puis, niché au cœur de ces témoignages d'amour, je découvris autre chose: des rapports médicaux, des comptes rendus de médecins, et un mince dossier intitulé « Options de traitement ». Le diagnostic de cancer de maman avait été posé alors que j'avais 7 ans, et je ne me rappelais de cette époque que de conversations murmurées et de parents apportant des plats cuisinés. Papa et maman m'avaient protégée du pire. Les documents racontaient une histoire bien différente, plus complète. Le cancer de maman avait été détecté bien avant que je ne sois au courant, et elle avait choisi de retarder certains traitements qui auraient pu prolonger sa vie, car il l'aurait rendue trop malade pour passer du temps de qualité avec moi durant ces derniers mois. Elle avait préféré la qualité de vie à la quantité, être présente pour moi, vraiment présente, jusqu'à la fin. Une lettre de maman à papa, datée de quelques semaines avant son départ, me fit devoir poser la lampe de poche, les sanglots m'envahissant. Quand je ne serai plus, Daniel, promets-moi que tu retrouveras le bonheur un jour. Madison aura besoin d'une figure maternelle, et toi, d'une compagne. Mais choisis quelqu'un qui saura vraiment te voir, qui ne fera pas taire ma lumière. Je restais assise dans cette pièce obscure, entourée de fragments de la vie de mes parents, tandis que le tonnerre continuait de gronder dehors. Ces lettres dévoilaient des secrets qui peignaient une histoire familiale bien différente de celle que j'avais connue. Elles parlaient de rêves brisés et de promesses non tenues. Elles me montraient des parents complexes, imparfaits et profondément humains, loin des versions simplifiées que j'avais construites dans ma mémoire ou que d'autres m'avaient imposées. Mais par-dessus tout, elles révélaient combien j'avais été aimée passionnément, entièrement, délibérément. Les mots de maman traversaient le temps et la mort pour me rappeler que j'avais été désirée, planifiée, célébrée. Dans la boîte se trouvaient également des photographies que je n'avais jamais vues, maman en blouse de laboratoire examinant des bassins marins, papa et maman le jour de leur mariage, tous deux paraissant miraculeusement jeunes, nous trois à l'hôpital le jour de ma naissance. Des images qui racontaient l'histoire d'une famille qui avait jadis été complète, heureuse. Puis je découvris quelque chose qui me glaça le sang: une lettre de papa adressée aux parents de maman après son décès. Je ne sais pas comment élever Madison seule. Elle lui ressemble tant à Catherine que parfois, il me suffit de la regarder pour que mon cœur se serre. Votre proposition de la prendre pendant quelques années pendant que je reprends pied est tentante, mais je ne peux pas lui infliger cela. Elle a déjà perdu sa mère, elle ne peut pas perdre son foyer et son père aussi. Nous trouverons une solution, quoi qu'il arrive. Mes grands-parents avaient proposé de m'accueillir, et papa y avait songé. L'idée que j'aurais pu être envoyée ailleurs, que j'aurais presque perdu non seulement maman mais tout ce qui m'était familier, m'atteignit comme un coup physique. Pourquoi personne ne m'avait jamais rien dit? Il y eut alors une période de silence dans la documentation, presque 2 ans sans rien. Puis, des courriers officiels de l'université de papa à propos d'un professeur invité de l'université de Lille. Eliane Miller. Des notes écrites de la main de papa au sujet de dîners, de discussions sur les programmes et du curriculum. Enfin, une lettre de papa à ses propres parents, annonçant ses fiançailles avec Eliane. Elle est différente de Catherine à presque tout point, ce qui est peut-être ce dont j'ai besoin. Elle est pratique là où Catherine était rêveuse, organisée là où elle était spontanée. Surtout, elle semble réellement se soucier de Madison, même si vous apprenez encore à la connaître. Je sais que tout va vite, mais Maddy a besoin de stabilité, d'une famille recomposée. Je m'appuyais contre le mur, essayant d'assimiler tout ce que je venais d'apprendre. Papa avait épousé Eliane non pas avant tout par amour, mais pour apporter une stabilité, ce qu'il pensait être nécessaire pour moi. Et quelle que soit l'intention initiale d'Eliane à mon égard, quelque chose avait clairement changé en cours de route, surtout après la naissance de Tommy. Au fil des lettres, des photos, des rapports, mon cœur battait à la fois de tristesse et de détermination, consciente que l'héritage de négligence n'était pas le mien. Maman avait voulu mieux pour moi. Elle avait expressément demandé à papa de faire en sorte que je puisse grandir en étant moi-même, m'épanouir. Dans ce moment de révélation, je ressentis à la fois le poids de l'histoire et la légèreté de la libération. Ces objets oubliés n'étaient pas de simples reliques, ils étaient les clés pour déverrouiller des vérités qui hantaient notre famille depuis des années. Je fis le serment silencieux d'honorer ces souvenirs en réécrivant le futur qui m'appartenait légitimement. Dehors, la tempête s'apaisait, les intervalles entre éclairs et tonnerre s'allongeaient, la pluie passant d'un déluge violent à un doux martèlement.
Je remis minutieusement en place tout ce qui se trouvait dans la boîte, sauf une photographie, celle de maman me tenant sur ses genoux au piano, toutes deux riant, ainsi que la dernière lettre qu'elle avait écrite à papa. Ces trésors, je les glissai précieusement dans le tiroir de mon bureau. L'électricité revint au moment même où je terminais, illuminant la maison qui prenait soudainement un air différent. Les murs qui avaient vu notre famille évoluer de la joie à la perte, puis à une cohabitation difficile, semblaient désormais receler des possibilités insoupçonnées. Cette maison renfermait mon histoire, la présence de maman, ma juste place. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant les nuages se disperser et les étoiles percer çà et là dans un ciel dégagé. Pour la première fois depuis le départ de papa et d'Eliane, je ne me sentais pas seulement seule, mais véritablement indépendante, connectée à mon passé tout en étant prête à forger mon avenir. Demain, décidai-je, je commencerai à opérer des changements petits d'abord, certes, mais significatifs. Ce foyer et ma place en son sein ne seraient plus jamais les mêmes. La découverte des lettres de mes parents déclencha un profond bouleversement dans ma perception. Le matin suivant, je me réveillai avec une détermination que je n'avais pas connue depuis des années. Je ne faisais plus que maintenir la maison, j'étais en train de la reprendre. Reprendre ma place en son sein. Reprendre l'héritage que maman avait voulu pour moi. Je commençais dans ma chambre. Pendant des années, Eliane avait insisté pour que tout soit dans une palette, raffinée, de beige et de bleu pâle, affirmant que ma préférence pour les couleurs vives était immature, et abaissait la valeur de revente de la maison. Ce matin-là, je fouillais dans le débarras du sous-sol jusqu'à trouver ce que je cherchais, des boîtes de peinture restantes de la rénovation de la salle de bain d'invités l'année dernière. Il y avait une magnifique nuance de sarcelle qu'Eliane avait rejetée comme trop audacieuse. Parfait. Désolé pour la valeur de revente, me murmurai-je en couvrant un mur de cette couleur vibrante. L'effet fut immédiat et satisfaisant. Vers le déjeuner, j'avais entièrement repeint le mur d'accent, accroché des photos d'équipes de natation et des affiches d'art qui s'entassaient dans mon placard, et réarrangé les meubles pour mieux convenir à mes besoins. Mon bureau, désormais installé sous la fenêtre où la lumière naturelle inondait la pièce, n'était plus cantonné dans un coin que, jadis, Eliane avait imposé. Ce sentiment de propriété était enivrant. Ce n'était pas une rébellion pour le simple plaisir de défier l'ordre établi, mais le fruit de choix réfléchis qui reflétaient qui j'étais et ce que j'appréciais. La lettre de maman m'avait donné la permission de m'affirmer, de prendre de la place, et je comptais bien l'honorer. Après avoir transformé ma chambre, je m'attaquai au salon. La disposition formelle des meubles qu'Eliane appréciait tous orientés vers l'intérieur pour ce qu'elle appelait une conversation digne, avait toujours paru rigide et inconfortable. J'y passai un après-midi à repousser le canapé face aux fenêtres, créant ainsi un coin lecture près de la baie vitrée, et je descendis mon enceinte Bluetooth pour remplacer le vieux tourne-disque décoratif, inutilisé, qui appartenait à la grand-mère d'Eliane. Je retrouvai dans une boîte poussiéreuse les vieux recueils de partitions de maman, que je disposai sur le pupitre, puis passai une heure à jouer des morceaux que je n'avais pas tentés depuis des années. La maison semblait s'agrandir au rythme de la musique, comme si elle retenait son souffle après avoir longtemps subi les règles strictes d'Eliane. Vint ensuite le tour de la cuisine. Je vidai le réfrigérateur de ces boîtes préparées méticuleusement par Eliane, toutes étiquetées avec des informations caloriques, et le remplis d'ingrédients pour les plats que j'avais envie d'expérimenter. Madame Callahan, la voisine, ravie de voir enfin quelqu'un apprécier son jardin potager débordant, me fournit des courgettes, des tomates et des herbes fraîches qui auraient sans doute horrifié Eliane par leur utilisation inefficace de l'espace. Ma mère adorait cuisiner, dis-je à Madame Callahan alors qu'elle m'aidait à porter les sacs d'épicerie depuis sa voiture. J'ai retrouvé quelques-unes de ses vieilles recettes. Catherine était une cuisinière exceptionnelle, acquiesça Madame Callahan, surprenant par la mention décontractée de ma mère, un nom rarement prononcé chez nous ces jours-ci. Elle faisait le meilleur potage de palourdes que j'ai jamais goûté. Elle en amenait toujours quand Jim avait une crise de goutte. Ce soir-là, j'essayai la recette de potage de maman, embaumant la maison de l'odeur du bacon, des oignons et du thym. J'invita Madame Callahan à se joindre à moi, et nous nous installâmes sur l'îlot de cuisine plutôt que dans la salle à manger formelle, mangeant dans des bols dépareillés et partageant des anecdotes sur maman que je n'avais jamais entendues auparavant. Elle faisait pousser les plus belles gloires du matin le long de la clôture arrière, me confia Madame Callahan en désignant la fenêtre. De toutes les couleurs que tu peux imaginer.
Ton père les a toutes arrachées après son départ, il disait qu'elles lui rappelaient trop maman. Le lendemain, je me rendis au centre de jardinage Jenkins sur la grande rue et en revins avec des semis de gloire du matin. La saison touchait à sa fin, mais Monsieur Jenkins me rassura qu'ils pourraient encore pousser si je les arrosais et les protégeais du froid. Je les plantai le long de la clôture, imaginant leur éclat à l'approche de l'été suivant une explosion de trompettes bleues, violettes et roses tendant vers le ciel. Chaque jour, je me consacrais à transformer un petit coin de la maison. Le ménage fastidieux se mua en rituel d'estime de soi et de fierté. Oui, je continuais de suivre la liste d'Eliane mais à ma façon, et à mon rythme. Je réorganisais les étagères pour mettre en avant les livres qui me passionnaient, plutôt que les classiques reliés en cuir qu'Eliane jugeait essentiels pour nous donner une allure sophistiquée. Je rangeais la vaisselle formelle que nous n'utilisions jamais, pour dresser plutôt la table avec les assiettes colorées que maman avait collectionnées. Je peignis la petite salle de bain du rez-de-chaussée d'un jaune ensoleillé, accrochai des photos de vacances à la plage prises l'été dernier, et remplaçai les serviettes d'invités soigneusement sélectionnées par Eliane, que personne n'était jamais autorisé à utiliser, par de moelleuses serviettes aux teintes turquoise et corail. Mes amis remarquèrent le changement en moi au lycée. « Tu sembles différente », me dit Jenna en nous rendant en cours de chimie. Plus, je ne sais pas, confiante ? Je réfléchis à comment expliquer cette transformation. Je crois que je suis en train de me découvrir. Quoi qu'il en soit, ça marche pour toi, répondit-elle. Au fait, puisque tes parents sont toujours absents, pourquoi ne pas organiser un groupe d'études chez toi vendredi ? On pourrait tous s'entraider pour le rapport de labo de chimie. Il y a un mois, j'aurais refusé aussitôt terrifiée par la réaction d'Eliane à l'idée même d'amener des amis dans cette maison soigneusement ordonnée. Mais désormais, la maison me semblait réellement mienne, le reflet de mes choix plutôt qu'un musée aux préférences d'autrui. En fait, ce serait génial, dis-je, étonné de moi-même. La règle de ma belle-mère sur l'interdiction d'amener des amis est complètement ridicule de toute façon. Ce vendredi-là, nous étions 5 à nous rassembler autour de l'îlot de cuisine, les manuels étalés tandis que nous travaillions sur des équations chimiques et dégustions des biscuits faits maison. La maison paraissait s'agrandir sous l'éclat de nos rires et de notre énergie, comme si elle attendait depuis longtemps que la vie s'invite de nouveau dans ses pièces. Au crépuscule, alors que le soleil jetait de longues ombres sur le salon désormais réarrangé, Alex remarqua le piano. « Tu joues ?» m'a dit. Je hésitai, puis acquiesçai. Avant, oui. J'essaie de m'y remettre. Joue quelque chose, m'encouragea-t-il, et les autres se joignirent, jusqu'à ce que je me retrouve assise sur le banc, les doigts planant sur des touches qui me paraissaient soudain d'anciens amis retrouvés. Je jouais un morceau de Debussy que maman adorait, un morceau que j'avais répété inlassablement enfant pour l'impressionner. Les notes revinrent plus facilement que prévu, la mémoire musculaire prenant le relais quand la conscience faiblissait. Lorsque j'eus fini, un silence s'installa un instant avant que mes amis n'éclatent en applaudissements. « C'était magnifique », murmura Jenna. « Pourquoi ne nous avais-tu jamais dit que tu jouais aussi bien ?» Je n'eus pas de réponse simple. Comment expliquer que pendant des années, j'avais effacé peu à peu des parties de moi pour correspondre à la vie épurée qu'Eliane avait imaginée pour notre famille ? Que jouer du piano me rappelait trop maman, et tout ce que j'avais perdu. Que, quelque part en chemin, j'en étais venu à penser que mes goûts, mes talents, voire ma présence même, étaient un fardeau à minimiser. Au lieu de cela, je haussai simplement les épaules et dis, je crois que j'avais oublié combien je l'aimais. Après le départ de mes amis, je passais des heures au piano, jouant des morceaux tirés des recueils de maman, me rappelant comment elle s'asseyait à côté de moi sur le banc, corrigeant doucement la position de mes doigts. Pour la première fois depuis son départ, les souvenirs ne me faisaient pas mal, ils étaient des cadeaux, des liens précieux à une femme qui m'avait aimé pleinement et voulu. Que je m'épanouisse. Le garage, autrefois symbole de solitude imposée, devint mon prochain projet. Je balayai les toiles d'araignée, organisai les outils et les boîtes de rangement, et créai un petit coin d'entraînement avec les haltères rarement utilisés de papa. J'installai des guirlandes lumineuses le long des poutres et étalai un vieux tapis que nous avions entreposé là lorsqu'Eliane décida que cela ne s'accordait plus avec sa nouvelle déco. Même si je continuais de dormir dans mon propre lit la nuit, je passais désormais du temps dans le garage par choix, un refuge intime où je pouvais lire sans interruption, écouter de la musique qu'Eliane qualifierait de « trop bruyante » et simplement exister sans être jugée.
J'y accrochai la photographie de maman, celle de nous deux riant devant le piano sur un clou près de la porte. Cette période de transformation ne fut pas exempte de défis. Il y eut des moments de doute, des instants où j'imaginais la réaction d'Eliane à chaque changement que j'opérais. Papa me soutiendrait-il, ou prendrait-il systématiquement le parti d'Eliane comme il l'avait toujours fait? Allais-je aller trop loin, ou pas assez? Parfois, le poids des attentes m'étouffait presque. Je regardais le mur sarcelle ou le mobilier réarrangé et un sentiment de panique montait dans ma gorge, m'incitant à tout remettre en ordre avant leur retour. Mais ensuite, je repoussais mon regard vers la photo de maman, relisais sa lettre, et ma détermination se renforçait. Il ne s'agissait pas seulement de couleurs ou de meubles. C'était une affirmation de mon droit d'exister pleinement dans mon propre foyer, d'être vue et entendue plutôt que tolérée. C'était honorer le souhait de maman qu'on me laisse grandir, m'épanouir sans être réduite à une ombre de moi-même. Chaque obstacle franchi renforçait ma volonté de ne plus jamais laisser ma maison être l'apanage des ambitions des autres. Chaque petite transformation, un mur peint, une pièce réorganisée, un talent retrouvé s'ajoutait à la précédente, créant une nouvelle réalité où je n'étais plus un personnage secondaire dans l'histoire de notre famille, mais l'auteur de ma propre destinée, façonnant un avenir qui honorait à la fois mon passé et mon potentiel. Alors que la fin de leur voyage approchait, je ressentais un étrange mélange d'angoisse et d'anticipation. Je n'étais pas assez naïve pour croire qu'il n'y aurait pas de conflit à leur retour face aux changements que j'avais opérés. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais prête à tenir bon, à défendre mes choix avec la même ferveur que j'offrirais à ceux que j'aimais. Car c'était là la transformation la plus profonde de toutes. J'avais appris à m'aimer à nouveau, à valoriser mes besoins et mes envies, à faire confiance à ma propre voix. Et rien, pas même Eliane, ne pourrait m'en ôter. Le jour inévitable du face-à-face arriva plus brusquement que je ne l'avais imaginé. J'avais suivi leur périple grâce aux appels vidéo sporadiques de Tommy, lui, qui me montrait avec enthousiasme des jouets de dinosaures achetés dans des boutiques de musées, tandis que papa ou Eliane restaient en arrière-plan, posant des questions banales sur le déroulement de la maison. Je gardais mes réponses vagues et joyeuses, sans rien mentionner de mes découvertes ou de mes changements. Selon leur itinéraire initial, ils ne devaient revenir que samedi, me laissant 3 jours supplémentaires pour me préparer mentalement à l'inévitable confrontation. Mais mercredi après-midi, en revenant de l'entraînement de natation, j'aperçus la Peugeot argentée habituelle dans l'allée. Mon estomac se noua. Je n'avais pas terminé de remettre le salon dans son agencement d'origine. Les semis de gloire du matin étaient toujours bien visibles le long de la clôture arrière. Le mur sarcelle de ma chambre criait la rébellion. Sans parler de la demi-bouteille de vin rouge que Madame Callahan et moi avions partagée lors du dîner la veille, toujours posée sur le comptoir de la cuisine. Un instant, j'envisageais de faire demi-tour, de me rendre chez Jenna pour retarder l'inévitable. Mais cette pensée s'effaça rapidement. C'était aussi ma maison. Je n'avais aucune raison de m'excuser. Prenant une profonde inspiration, j'ajustai mon sac de natation sur l'épaule et montai le chemin d'accès. Par la fenêtre d'entrée, je vis du mouvement Eliane dans le salon, gesticulant avec véhémence face au mobilier réarrangé. Papa se tenait, le dos tourné, la posture tendue. J'insérai ma clé dans la serrure et poussai la porte. La conversation s'arrêta net. Madison, déclara Eliane d'une voix aussi craquelée que la glace fine. Que as-tu fait de notre maison? Elle se tenait au centre du salon, toujours vêtue de sa tenue de voyage, une veste beige cintrée et un pantalon sombre qui, contre toute attente, ne portait pas une ride malgré le long périple. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon impeccable, son maquillage parfait. Seule la ligne tendue de sa bouche et le léger froncement de ses narines trahissaient sa colère. Papa se tourna vers moi, le visage marqué par une confusion mêlée d'inquiétude. Il m'a dit, nous avons été surpris de voir ces changements. Surpris, intervint Eliane avec un ton acerbe. Daniel, c'est un euphémisme. Les meubles sont tous déplacés, il y a de la vaisselle sale dans l'évier, et, elle saisit un bol en céramique, anciennement à maman, posé sur la table basse. D'où viennent ces objets? Qu'est-il advenu de mes services en cristal? Ils sont dans le placard, répondis-je calmement en posant mon sac de natation. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement apporté quelques ajustements pour rendre la maison plus accueillante. Plus accueillante, répéta Eliane, comme si le mot lui était insupportable.
Ce n'est pas une résidence universitaire, Madison. C'est un foyer qui doit refléter les valeurs et le standing de notre famille. Notre famille, répliquai-je lentement. Et de quelle famille parle-t-on exactement? Celle dans laquelle je suis traitée comme une invitée indésirable? Ou celle d'origine, où maman voulait vraiment que je me sente chez moi? Les mots flottèrent dans l'air. Le visage de papa pâlit, et je vis qu'il comprenait immédiatement ce que j'avais découvert pendant leur absence. À cet instant, Tommy dévala l'escalier, brisant la tension en s'exclamant joyeusement, « Maddy. Nous sommes rentrés plus tôt parce que grand-mère Carole est tombée malade, donc on n'a pas pu aller la voir à Strasbourg, mais j'ai vu de vrais os de dinosaures et un musée de laisse passer. » Il s'arrêta, constatant l'atmosphère lourde dans la pièce. « Pourquoi tout le monde a l'air fâché? » « Personne n'est fâché, mon chéri, intervint papa rapidement en lui ébouriffant les cheveux. « Allez, va déballer tes jouets de dinosaures dans ta chambre. Peut-être que Maddy ira les voir plus tard. » Une fois que Tommy disparut à l'étage, papa se tourna à nouveau vers moi. « Que as-tu découvert, Maddy ?» Je pris une profonde inspiration. Des lettres. Des photos. Des dossiers médicaux. Tout ce que toi et maman conserviez dans cette boîte de la pièce de rangement. Celle qui est tombée pendant la tempête. Papa ferma les yeux un instant, comme si une douleur physique le traversait. « Je vois. »« Tu vois » intervint Eliane. « Et Daniel, de quoi parle-t-elle? »« Quelle boîte ?»« Les affaires de Catherine, » dit-il doucement. « De l'époque avant, et pendant sa maladie. » L'expression d'Eliane passa de la colère à une froideur calculée. « Eh bien, cela explique soudainement ton intérêt pour la redécoration. Retrouver d'anciens souvenirs peut effectivement réveiller des émotions. Mais Madison, tu comprends bien que s'attarder sur le passé n'est pas sain. Maman est partie depuis 8 ans. » « Je ne m'attarde pas sur le passé, » rétorquai-je d'une voix ferme malgré la colère qui montait en moi. « Je me souviens. Il y a une différence. » Quoi qu'il en soit, continua Eliane d'un ton tranchant comme si je n'avais rien dit, ce comportement est totalement inacceptable. Réarranger les meubles sans autorisation. Peindre les murs sans nous consulter. Recevoir des amis alors que nous l'avions expressément interdit. Comment as-tu su que j'avais des amis à la maison, l'interrompis-je. Madame Peterson, la voisine d'en face, a signalé avoir vu plusieurs adolescents entrer chez nous vendredi dernier, dit Eliane avec un sourire crispé. Elle était inquiète, sachant que nous étions absents. Bien sûr. Madame Peterson, la commère du quartier et le système de surveillance officieux d'Eliane. J'aurais dû m'en douter. Et le garage, reprit-elle. Je t'avais expressément dit de dormir là à cause des dégâts des eaux, mais il est évident que tu as dormi dans ton lit. As-tu la moindre idée du danger que cela aurait pu représenter? J'ai vérifié le plafond, expliquai-je calmement. Il y avait une petite tache d'humidité, sans risque d'effondrement. Et le garage était glacial la nuit. Ce n'est pas le point, répliqua Eliane avec véhémence. Le point, c'est que tu as délibérément désobéi à des instructions claires. Tu as profité de notre absence pour saboter les normes que nous avons établies dans cette maison. Tes normes, corrigeai-je. Pas les miennes. Pas même celles de papa, en fait. Juste les tiennes. Les yeux d'Eliane se rétrécirent. J'ai travaillé sans relâche pour créer un foyer beau et organisé pour cette famille. Tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt de nous tous. Je ris, un rire qui surprit même moi. C'est ce que tu te répètes? Que m'isoler de mes amis, me forcer à dormir dans un garage glacial, et critiquer sans cesse tout, de mes loisirs à mon apparence, c'est pour mon bien. M'a dit, intervint papa d'une voix qui portait une nuance d'avertissement. Ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant du tout, répliquai-je en me tournant pleinement vers lui. Savais-tu que maman t'avait écrit pour te demander de trouver quelqu'un qui pourrait me voir? Quelqu'un qui ne ferait pas taire ma lumière? Penses-tu que c'est ce qui s'est produit ici? Papa tressaillit comme si je l'avais frappé. C'est compliqué, Madison. La famille, c'est toujours compliqué. Ce n'est pas si compliqué, papa. Tu as épousé quelqu'un qui a effacé chaque trace de maman de cette maison.
Quelqu'un qui me traite comme une gêne plutôt qu'une fille. Tu as laissé faire pendant que j'étais repoussée toujours un peu plus en marge de cette famille. Le visage d'Eliane devint d'une froideur implacable. Je n'ai jamais tenté d'effacer ta mère, Madison. J'ai seulement voulu apporter de l'ordre et de la stabilité à un chaos qui régnait quand je suis arrivée. Ton père était au bord de l'effondrement. Les factures s'accumulaient, la maison était en désordre, et tu déclinais à l'école. Quelqu'un devait prendre les rênes. Et tu l'as fait, c'est vrai, c'est des jeux. Mais contrôler une maison, ce n'est pas créer une famille. Dans ta vision de la stabilité, il n'y a pas de place pour les souvenirs, pour les différences, pour l'évolution. Il n'y a que ton chemin ou celui qui est considéré comme faux. Papa passa la main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me brisa le cœur. C'était sa manière d'essayer de trouver un compromis, un juste milieu entre des visions opposées. Écoute, nous sommes tous fatigués de ces disputes. Revenons-en quand nous serons plus calmes. Je suis calme, rétorquai-je. Probablement plus que je ne l'ai été depuis des années. Ces 2 semaines sans critiques incessantes, sans marcher sur des œufs, sans devoir me faire toute petite, elles m'ont permis de me rappeler qui je suis réellement. Qui maman m'avait élevée à être. Je fis un pas vers papa et sortis de ma poche la dernière lettre de maman, que je pliais et portais sur moi chaque jour depuis que je l'avais trouvée. Elle voulait mieux pour moi, papa. Mieux pour toi aussi. Elle voulait que nous soyons heureux, pas seulement organisés et présentables. Les yeux de papa se posèrent sur la lettre, la reconnaissance et la tristesse se lisant sur son visage. Je me souviens de ce qu'elle avait écrit, dit-il doucement. Les médecins nous avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. As-tu tout lu, demandai-je. La partie où elle te supplie de choisir quelqu'un qui me permettrait de m'épanouir? De ne pas étouffer ma lumière? Eliane laissa échapper un soupir de dédain. C'est une manipulation émotionnelle, Madison. Utiliser les mots de ta défunte mère pour créer un fossé entre ton père et moi. Ce n'est pas de la manipulation de vouloir être vu et entendu dans mon propre foyer, rétorquai-je. Ce n'est pas de la manipulation de dire que j'ai été systématiquement mise de côté au profit de tes préférences et de celles de Tommy. Je me tournai vers papa. Quand as-tu assisté à mon dernier match de natation? Quand avons-nous parlé de livres comme avant? Quand mes goûts ont-ils enfin compté dans les décisions familiales? Le visage de papa se teinta de honte. J'ai été absorbée par le travail, m'a dit. Et Tommy est encore trop jeune, il a besoin de toute ton attention. Moi aussi, j'avais besoin d'attention, répondis-je doucement. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de crise que je n'en ai pas besoin. Le téléphone d'Eliane sonna, et elle jeta un coup d'œil dessus d'un air détaché. Tout cela est très dramatique, Madison, mais cela ne change rien au fait que tu as trahi notre confiance. Il faudra que nous discutions des sanctions appropriées après le dîner. Je refuse d'être puni pour avoir rendu mon foyer vivable, déclarai-je fermement. Je n'ai rien endommagé. Je n'ai organisé aucune fête endiablée. Je n'ai pas négligé mes responsabilités, j'ai accompli chaque tâche de ta liste, tous les jours, tout en maintenant mes notes et mes entraînements de natation. Ta version de la maison vivable laisse à désirer, ricana Eliane. L'agencement du mobilier perturbe l'harmonie de la pièce. Ces objets en céramique criards détonnent avec le décor. Et qu'est-ce qui t'a pris de planter ces fleurs sauvages le long de la clôture arrière? Des gloires du matin, répliquai-je. C'était la fleur préférée de maman. Madame Callahan m'avait dit qu'elle en faisait pousser chaque année. Bien sûr, marmonna Eliane. Eh bien, elles devront disparaître. Elles envahiront cette clôture d'ici l'été. Non, rétorquai-je simplement. Là elles resteront. Tout comme la céramique de maman, les photographies, et mon mur peint. Cette maison est aussi la mienne, et j'ai le droit d'y voir mon reflet. Eliane se tourna vers papa, l'expression incrédule. Daniel, vas-tu laisser cela se faire? Après tout ce que j'ai fait pour créer un foyer magnifique pour nous? Papa regarda tour à tour Eliane et moi, le conflit se lisant sur chaque trait de son visage. Ce fut le moment décisif. Je retiendis mon souffle, attendant. Je pense, dit-il lentement, que nous avons été trop rigides. Maddy mérite de pouvoir influencer l'apparence et le fonctionnement de notre maison.
Elle a 16 ans, presque adulte. Le visage d'Eliane rougit de colère. Tu prends son parti? Après qu'elle ait délibérément sapé mon autorité pendant notre absence? Il ne s'agit pas de prendre parti, Eliane, répondit papa, la voix gagnant en assurance. Il s'agit de trouver un équilibre qui convienne à chacun de nous, y compris à Maddy. Y compris la mémoire de maman, ajoutai-je doucement. Elle a aussi vécu ici. Elle a contribué à créer ce foyer. L'effacer ne rendra pas ta place plus légitime, Eliane. Cela ne fera que le rendre vide. Les trois d'entre nous restèrent ainsi, formant un triangle de tension, des années de griefs tus et de compromis suspendus dans l'air. Les pas de Tommy résonnaient à l'étage, insouciants des confrontations en bas. Je pense, finit par dire papa, que nous avons besoin de temps pour digérer tout cela. Eliane, pourquoi ne vas-tu pas vérifier Tommy? Maddy et moi devons parler en privé. Eliane sembla vouloir protester, mais quelque chose dans l'expression de papa la fit se radoucir. D'un hochement de tête sec, elle s'en alla à l'étage, la posture rigide, empreinte d'une colère non résolue. Une fois qu'elle fut partie, papa s'affala sur le canapé désormais orienté vers la baie vitrée et m'invita à le rejoindre. J'ai fait beaucoup d'erreurs, murmura-t-il. Avec toi, avec cette famille. Je me suis tant focalisée sur l'avenir, sur la reconstruction d'un semblant de stabilité après la perte de maman, que je n'ai pas remarqué ce qui s'était éteint en chemin. Je m'assis près de lui, assez proche pour voir les nouvelles rides qui marquaient son visage, les mèches argentées qui parsemaient ses tempes. Apparues en seulement 2 semaines. Je ne te reproche pas de vouloir être heureux, dis-je. De vouloir un partenaire, une famille complète. Maman le souhaitait pour toi aussi. Mais elle voulait aussi que tu protèges ce qu'elle et moi avions construit ensemble. Papa hocha la tête, fixant un point dans le lointain. Elle a toujours eu le don de voir l'ensemble des choses mieux que moi. Puis, se tournant vers moi, il ajouta, tu lui ressembles tant, Maddy. Pas seulement par ton apparence, mais par ton esprit, ta détermination. Je pense que c'est pour cela que c'est parfois compliqué. Pour Eliane. Ce n'est pas une excuse, rétorquai-je avec fermeté. Je n'ai pas choisi de ressembler à maman ni d'hériter de sa personnalité. Je suis moi, et je mérite d'être acceptée pour ce que je suis, et non punie pour me rappeler qui nous avons perdu. Dans cet affrontement intense, les mots fusaient comme des éclats de verre. Mais je tenais bon, avec toute la force dont je pouvais faire preuve, veillant à ce qu'ils comprennent bien les conséquences d'avoir sous-estimé ma résilience. Ma déclaration n'était pas seulement à propos d'une maison, c'était pour réclamer l'honneur et la dignité qui m'avaient été volés depuis si longtemps. Les jours qui suivirent notre confrontation furent difficiles. Une tension pesante s'accrochait dans l'air comme l'odeur persistante de la peinture, impossible à ignorer mais s'estompant peu à peu avec l'air frais qui entrait par les fenêtres ouvertes. Eliane resta froide et distante, ne s'adressant à moi que lorsque cela était absolument nécessaire, avec une formalité cassante qui rendait même le passage du sel digne d'une négociation diplomatique. Papa, quant à lui, fit des efforts que je n'avais pas vus depuis des années. Le matin suivant leur retour, il se présenta à ma porte alors que je me préparais pour le lycée. « Tu veux que je te conduise aujourd'hui » proposa-t-il en faisant teinter ses clés de voiture. On pourrait s'arrêter pour un café en route. Obtenir ces lattés aux noisettes que tu aimais tant. Ce geste, si petit, était monumental dans son importance. Il se souvenait de quelque chose qui me plaisait, qui n'avait rien à voir avec des obligations ou des attentes. Juste parce que cela me rendait heureuse. Avec de la crème fouettée en plus, demandai-je en esquissant un sourire timide. Y a-t-il une autre manière d'en prendre, répondit-il, et, l'espace d'un instant, je reconnus le père que j'avais connu avant que le chagrin et le remariage ne le transforment. Durant notre trajet, autour de tasses de café fumant embuant le pare-brise, nous parlâmes vraiment, au-delà des échanges superficiels sur les emplois du temps et les notes qui étaient devenus notre quotidien. Je n'ai pas été juste avec toi, admit-il en attendant à un feu rouge. Après la mort de maman, j'étais tellement absorbée par mon chagrin que je n'ai pas vu le tien. Et puis, avec Eliane et Tommy, il m'était parfois plus facile d'accepter les changements que de me poser des questions. Je comprends l'envie d'avancer, dis-je prudemment. Mais avancer, c'était comme si l'on effaçait tout ce qui avait existé avant moi, parfois. Ses mains se crispèrent sur le volant.
Ce n'était jamais mon intention. Je sais, répondis-je. Mais c'est arrivé quand même. Lorsqu'il me déposa au lycée, il me serra la main à travers la console. Nous allons trouver une solution, m'a dit. Promis. Un pas après l'autre. Ce fut un début fragile. Incertain, mais réel. À la maison, les changements se mirent en place progressivement. Certains furent des compromis pratiques, le salon fut de nouveau réarrangé, trouvant un équilibre entre la symétrie formelle qu'exigeait Eliane et mon agencement plus chaleureux orienté vers la lumière. Les gloires du matin restèrent, bien que maintenues dans des treillis bien installés par papa un week-end. Ma chambre demeura mon sanctuaire, avec son mur sarcelle qui proclamait ma rébellion. D'autres changements furent moins tangibles, mais plus profonds. Mon avis fut désormais sollicité pour les décisions familiales, plutôt que d'être relégué au second plan. Lorsqu'un soir, autour du dîner, le sujet des plans pour les vacances de printemps fut abordé, papa se tourna vers moi en premier. « Qu'en penses-tu » m'a dit. « Le camp de natation organisé par le Collège de Paris, dont tu avais parlé l'année dernière, te tenterait-il » Les lèvres d'Eliane se pincèrent légèrement, mais elle se tut pendant que j'exprimais un véritable enthousiasme pour cette opportunité. Tommy, aussi adaptable que tous les enfants de 8 ans, s'ajusta aux nouvelles dynamiques avec peu de remous. En fait, il semblait s'épanouir avec la chaleur et l'honnêteté nouvelle qui régnaient dans notre foyer. Un après-midi, je le surpris dans ma chambre, examinant avec attention les photographies que j'avais accrochées au mur. « C'est ta mère » demanda-t-il, désignant une photo où elle se tenait, genou à genou dans des bassins marins, équipés pour la recherche et riant devant l'objectif. « Oui », répondis-je en le prenant dans mes bras. « C'est elle. Papa n'a pas beaucoup de photos d'elle ici. » « Non », acquiesçai-je tristement. « C'est difficile pour lui. » Tommy réfléchit avec la logique implacable de l'enfance. « Mais elle fait toujours partie de notre famille, non ? Même si elle n'est plus là. Comme Papy Joe qui reste dans la famille même s'il est décédé avant que je naisse. » Je le serrai fort, submergé par un élan d'affection. « Exactement, mon chéri. Elle reste famille. » Le lendemain, Tommy me présenta fièrement un dessin de famille qu'il avait réalisé en cours d'art. Nous y étions tous papa, Eliane, Tommy et moi devant notre maison. Et, au-dessus de nous, entouré de nuages jaunes, se trouvait une silhouette aux cheveux sombres, semblable au mien. « C'est ta mère », expliqua-t-il solennellement. « Elle veille sur nous, même depuis le ciel. » Je l'accrochai sur mon mur, à côté de la photo de maman, le cœur rempli de la sagesse simple des enfants. Eliane resta la plus réticente au changement, bien qu'elle évoluât elle aussi par petites touches. Le déclic survint un soir, alors que je jouais du piano, une activité que j'avais repris sans craindre de perturber l'horaire familial. Je travaillais sur un morceau de Chopin particulièrement difficile lorsque je sentis quelqu'un derrière moi. En me retournant, je découvris Eliane dans l'embrasure, son visage impassible. « Ta mère a joué ce morceau lors d'un récital universitaire », dit-elle doucement. Quand nous étions tous deux professeurs invités à l'université de Lille, avant que je ne rencontre ton père. Elle était vraiment talentueuse. Je la regardai, surprise qu'elle évoque volontairement maman. Tu la connaissais ? Avant. Eliane hocha la tête, la posture encore rigide mais les yeux moins sur la défensive. Pas beaucoup. Nous étions dans des départements différents, elle en biologie marine, moi en littérature. Mais l'université était suffisamment petite pour que nos chemins se croisent. Elle hésita, puis ajouta, j'admirais sa rigueur, sa passion. Elle faisait vraiment bouger les choses dans son domaine. Et tu ne m'en avais jamais parlé, murmurai-je. Non, admit-elle. Peut-être aurais-je dû. Ce n'était ni des excuses ni une transformation dramatique. C'était simplement reconnaître que maman était une personne réelle, dotée de talent et d'accomplissement, et non qu'un spectre devait être chassé de notre foyer. Voudrais-tu que je te montre certains de ces articles de recherche, proposai-je. Je les ai retrouvés dans la pièce de rangement. Son travail sur les écosystèmes intertidaux était en lice pour de grandes subventions. Après une brève hésitation, Eliane acquiesça. Je crois que oui. Ce soir-là, nous nous installâmes autour de la grande table à manger, étalant les papiers universitaires et les photographies de maman.
Papa nous rejoignit, racontant des anecdotes sur ses travaux de recherche, les conférences auxquelles ils avaient assisté ensemble, et les collègues brillants qui avaient salué son intelligence. Pour la première fois, nous parlâmes de maman non pas comme d'un sujet de discorde, mais comme d'un lien commun qui nous unissait. Lorsque le printemps arriva, les gloires du matin commencèrent à grimper sur leurs treillis, leurs vrilles s'élançant vers le ciel avec une détermination qui me rappelait mon propre cheminement. Ma relation avec Eliane demeurait complexe, nous étions trop différentes, nos blessures trop profondes pour une harmonie instantanée. Mais nous parvenions à instaurer une paix fragile, faite de limites claires et d'un respect réticent. Papa, quant à lui, semblait s'épanouir dans ce nouvel environnement, comme libéré du rôle épuisant de médiateur constant. Il commença à entraîner l'équipe de baseball des enfants du quartier, à ma grande surprise, se mit à assister régulièrement à mes compétitions de natation. Parfois, les week-ends matinaux, lui et moi reprenions notre vieille tradition de marcher jusqu'au parc des Buttes-Chaumont, prendre un café dans une boulangerie du coin, et discuter de livres un lien avec le passé qui renforçait notre présent. Un changement marquant survint lorsque grand-mère Jeanne, la mère de maman, vint nous rendre visite pour Pâques. Jusqu'alors, ces visites avaient été brèves et un peu gênées, gérées minutieusement par Eliane qui prétendait qu'un excès de nostalgie n'était pas sain. Cette fois, papa appela lui-même pour l'inviter à rester toute une semaine. Grand-mère Jeanne arriva, portant avec elle des albums photos, des recettes familiales et des histoires que l'on m'avait refusées pendant des années. Eliane fit un véritable effort pour participer, quoique avec une froideur polie, à ces explorations de notre histoire familiale. Ensemble, nous créâmes un coin mémoire dans le salon, une petite table surmontée de photographies tournantes des membres de la famille des deux côtés, reconnaissant ainsi notre double héritage au lieu de laisser se livrer une lutte des narrations. Pour mon 17e anniversaire en mai, papa me surprit avec des plans de rénovation pour le garage, non pas pour y dormir, mais pour y aménager l'atelier d'art que maman avait toujours rêvé de créer avant que sa maladie ne survienne. Elle peignait, tu sais, me confia-t-il en parcourant les esquisses. Pas professionnellement, mais avec un véritable talent. Je pense qu'elle aurait adoré que tu disposes d'un tel espace. Je ne savais pas qu'elle peignait, dis-je, touché par ce nouveau lien avec elle. Il y a tant de choses à son sujet que je ne t'ai jamais racontées, admit-il. Cela s'arrête maintenant. Quant à la pièce de rangement où j'avais trouvé les lettres, papa et moi passâmes un week-end à l'organiser soigneusement. Ces papiers furent classés dans des boîtes d'archives appropriées. Les photos furent minutieusement placées dans des albums. Les dossiers médicaux furent conservés avec respect, sans être dissimulés comme de honteux secrets. Nous transformâmes ce qui avait été un mémorial chaotique en une archive accessible, célébrant une vie bien vécue, bien que trop brève. Ma vie s'élargit dans cette atmosphère de renouveau. Encouragé par papa, je postulai à un programme d'été en biologie marine à Roscoff, suivant ainsi les traces de maman tout en traçant ma propre voie. Lorsque la lettre d'acceptation arriva, toute la famille se réjouit, même Eliane offrant un sincère « félicitations ». Tommy annonça fièrement à sa classe, lors d'une journée carrière, que sa sœur allait « sauver les océans », comme maman avait essayé de le faire, un pont intergénérationnel que notre ancienne dynamique familiale n'aurait jamais permis. Avec la confrontation désormais derrière moi, j'embrassais un futur défini par la liberté et l'autodétermination. Je réalisais que chaque épreuve, chaque jour de solitude, avait été une marche vers la personne que j'étais destinée à devenir. La maison, jadis symbole d'obligation imposée, se dressait désormais comme le témoignage de ma force et de ma persévérance. Par la suite, je pris soin de préserver mon sanctuaire pour qu'il me reste à moi seul. Je conservais précieusement les souvenirs du passé, non pas comme une source de douleur, mais comme le socle sur lequel je pouvais bâtir une vie plus vibrante et indépendante. Les ordres autrefois oppressifs s'étaient transformés en leçons guidant chacune de mes décisions. Par un matin de juin parfait, je m'assis sur la terrasse arrière en regardant les gloires du matin s'ouvrir à l'aube, de magnifiques trompettes bleues tendues vers le soleil. Elles avaient prospéré au-delà de toute attente, grimpant vigoureusement sur les treillis que papa avait construits, déployant leurs feuilles en forme de cœur dans une luxuriance abondante. Papa se joignit à moi, me tendant une tasse de café alors qu'il prenait place sur la chaise à côté de la mienne. « Ta mère aurait adoré ça », dit-il en désignant les fleurs. Elle disait toujours que la beauté n'a pas besoin d'être éternelle pour être significative. Elle ne s'ouvre qu'un jour puis se fane, mais de nouvelles fleurs apparaissent dès le lendemain.
Je sirotais mon café en méditant. C'est une belle philosophie de vie, n'est-ce pas? Apprécier ce qui est ici, en sachant que tout change, mais en ayant confiance que de nouvelles expériences nous attendent. Il sourit, les rayons du matin adoucissant les traits de son visage. Depuis quand es-tu devenu si sage? J'ai eu de bons professeurs, répondis-je. Ceux qui sont là et ceux qui ne le sont plus. Nous restâmes en silence, confortablement, regardant les glories se balancer dans la brise légère. Derrière nous, la maison bruissait des sons ordinaires de la vie familiale, les dessins animés de Tommy, la conversation téléphonique d'Eliane, le bruit du lave-vaisselle. Imperfecte, parfois discordante, mais indéniablement vivante. Lorsque l'aube perça à travers les fenêtres de mon foyer retrouvé, je ressentis une bouffée d'espoir et de libération. Je m'étais juré que plus jamais personne ne foulerait mon sanctuaire, et, jour après jour, je continuais d'honorer cette promesse. Mon chemin était loin d'être terminé, mais j'avançais désormais avec une confiance inébranlable et la certitude d'être la véritable gardienne de mon destin. Dans le jardin, de nouvelles gloires s'ouvraient, des fleurs éclatantes s'élançant vers la lumière, ancrées dans le passé mais tendues résolument vers l'avenir. Tout comme moi.